Cela va faire pratiquement une semaine que les forces armées maliennes ont décidé de prendre la route pour Kidal. On le sait, les autorités maliennes avaient mis au-dessus de tout leur programme récupérer Kidal car elles sont totalement aux antipodes de la balkanisation du Mali. Docteur Sango, vous avez pu observer ces différents déplacements durant la semaine de l'armée malienne. Celle-ci dit avoir à présent un contrôle total à Anéfis. Est-ce qu'on va là vers une réussite totale de l'offensive qui a été lancée vers Kidal? Absolument. Absolument, parce que moi je ne suis pas étonné aujourd'hui de cette victoire malienne qui est en train de se porter aujourd'hui du côté du nord du Mali, parce que aujourd'hui nous sommes dans un nouveau contexte, avec des nouveaux enjeux et des nouveaux acteurs. Oui. Le problème du Mali était un problème délicat parce que sur le plan international, il y avait un certain nombre de complots qui se passait autour de cette localité-là. La communauté internationale en concubinage et incestueux avec certains acteurs sur le plan africain travaillait pour que au nord du Mali, qui est, n'est-ce pas ici, implémentation d'un projet de création d'un État appelé l'Azawad. Donc, ce qui fait donc que les acteurs régionaux africains, au nom desquels nous avons le prédécesseur de Assimi Goïta, IBK, et du côté de l'Algérie, Bouteflika, travaillait donc pour que cette région-là reste dans une sorte, n'est-ce pas, de désordre, dans une sorte, n'est-ce pas, ici, de chaos, pour que la centralité de l'État du Mali soit, n'est-ce pas, une centralité contrôlée par les puissances occidentales. Je suis donc en train de vous dire qu'avec l'avènement des nouveaux acteurs dans cette sous-région-là, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso, mais aussi et surtout en Algérie, il y a donc une transformation ou réorientation des enjeux sur le plan opérationnel. Aujourd'hui, ces rebelles-là, qu'on appelle les Touaregs, aujourd'hui sont en difficulté. Ils n'ont plus beaucoup de jours du côté du nord du Mali parce que leurs chances sont aménusées aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, le Mali a cette capacité de frappe tellement élevée, mis ensemble avec ses acteurs, ses partenaires, voudrais-je dire, oui, les alliés oui. avec qui ils travaillent ensemble. Je parle de complot sur le plan international qui a fait perdurer ce problème du Mali. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur le plan international, on a vu comment on a instrumentalisé le paradigme de la négociation et du traité sur le plan international. On a voulu maintenir ce nord du Mali, n'est-ce pas, dans le chaos à travers un accord international qui a été signé en Algérie, ce qu'on a appelé l'accord d'Alger. Oui. Et cet accord-là avait été signé par qui? Pas par les nouvelles autorités maliennes qui sont là maintenant, mais par les prédécesseurs, c'est-à-dire IBK et son gouvernement, oui. Et du côté d'Algérie, n'est-ce pas, par Bouteflika. Donc, cet accord-là visait donc à faire quoi? Cet accord-là visait non seulement à légitimer les rebelles, ce qui n'est pas une très bonne chose sur le plan international lorsqu'on est en face d'une telle crise, mais aussi et surtout à donner, n'est-ce pas, ici à ces rebelles un certain nombre de droits et de devoirs. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les crises qui ont sévi en Afrique aujourd'hui, ce sont ce genre de traités qui ont été à l'origine. Je vais convoquer ici les accords de Linus-Marcoussis pour illustrer le cas de la Côte d'Ivoire en 2010-2011, où on a fait asseoir sur une même table Laurent Gbagbo et des rebelles, lesquels rebelles ont fini par les débusquer du pouvoir. On peut citer le cas du Centrafrique, on peut citer le cas du Nigeria. Donc il faut donc comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le traité sur le plan international, ou du moins la négociation, a été perverti par un certain nombre de puissances. Parce que c'est du point politologique, la négociation est un élément important pour restaurer la crise là où celle-ci sévit déjà. Sur le plan opérationnel et la réelle politique, cette négociation, ce traité-là a été galvaudé sur le plan international. Et c'est pour cela que je vous dis souvent que en tête des grandes missions de celle-ci figure souvent la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur le plan international. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta a compris cet enjeu du dol international à travers le traité et la négociation.
Il ne veut pas s'inscrire dans la dynamique de ce traité-là. Du moins, les actions sur le terrain démontrent qu'il n'est pas dans une posture d'accepter ces accords-là. Il est dans une posture où il doit imposer l'autorité de l'État au nord du Mali. Oui. Et c'est là ma position face à ce conflit du Mali. C'est la position que je mets toujours sur la table lorsqu'il m'arrive de donner mon point de vue sur cette crise-là. Aujourd'hui, Assimi Goïta a compris que au nord du Mali, il ne faut pas dialoguer. Il ne faut pas coopérer. Parce que dans cette localité-là, il n'existe pas des citoyens maliens au sens propre du terme. Cette zone-là est majoritairement habitée par des rebelles, par des Touaregs qui ont été déversés dans cette zone-là après la mort de Muammar Kadhafi, mais aussi et surtout après, n'est-ce pas, le coup de poing qui a été impulsé du côté de l'Algérie. Parce qu'il faut également savoir que l'Algérie, à un certain moment donné, à l'époque de Bouteflika, était victime de temps en temps par ces attaques rebelles-là. Donc, une autre chose peut également nous conforter sur le terrain en disant que Bouteflika avait, dans une quelque mesure, acheté la paix dans son pays, sur son territoire, oui, tout en mettant en danger le nord du Mali. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, à travers les analyses, que Assimi Goïta est dans une très bonne dynamique. Il a compris qu'aujourd'hui, c'est le monopole de la violence physique légitime dont parle Max Weber qui doit aujourd'hui prévaloir du côté du nord du Mali. Parce que si le gouvernement malien s'inscrit dans la dynamique de la négociation, il arrivera un jour que ces populations du nord du Mali sombreront dans le chantage. À un certain moment donné, ils vont faire le chantage au gouvernement malien. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faudrait que Assimi Goïta impose son monopole, impose l'autorité de l'État. Parce que ce nord du Mali là n'est pas une zone crise, n'est pas une partie divisée du Mali. C'est une partie qui relève, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale du peuple malien. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi les élections n'arrivent pas à être organisées. Parce que le projet maximaliste d'Assimi Goïta, c'est d'abord de recouvrir l'intégrité territoriale, oui, qui fera en sorte que les élections donc s'organisent dans de très bonnes conditions dans les jours à venir. Pour sortir définitivement, cette action du gouvernement malien aujourd'hui était présente et prévisible parce qu'on voit que sur le plan géopolitique comme sur le plan géostratégique, le Mali travaille avec un certain nombre d'accords et d'acteurs. Sur le plan régional, nous voyons que le Mali est totalement en osmose avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec l'Algérie d'aujourd'hui qui est portée par Tebboune. Parce que Tebboune n'est pas forcément Bouteflika. Sur le plan international, vous voyez les actions que Tebboune pose et qui vont en déphasage avec la communauté internationale. Et récemment encore, il a décidé que le français ne doit plus figurer parmi les langues de travail en Algérie. Et il est en train de s'orienter vers un camp qui serait un bon camp pour le continent africain, le camp des BRICS. Donc, l'alliance qui avait été signée entre ces trois pays-là, qu'on a appelé le Liptako-Gourma, et les partenaires sur le plan international sincères, cette fois-ci, au rang desquels la Russie, mais aussi et surtout peut-être la Chine, font donc en sorte qu'aujourd'hui, au nord du Mali, les Touaregs n'auront plus beaucoup de chance. Les Touaregs ont aujourd'hui, n'est-ce pas ici, peu de jours à passer au nord du Mali. Ce conflit a trop duré. Il est important que le Mali recouvre son intégrité territoriale pour s'inscrire dorénavant dans la dynamique du développement économique. Merci Dr Sango pour ce premier jet sur la question. Avant de retrouver Abdoul Aziz Konaté sur le plateau, allons-y chercher Tchelou Lawson de l'autre côté. Alors Monsieur Lawson, il y a cette armée malienne qui est évidemment sur le point de se rendre à Kidal, mais on rappelle tout de même que ce n'est pas la première fois, c'est depuis 2013 au moins que chaque fois l'armée se rue vers Kidal pour la récupération du territoire
territoire, même si par le passé, ce n'était pas avec les mêmes alliés. Ça, il faut peut-être le mentionner. Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, chez Lawson, depuis votre lecture, que cette fois-ci est la bonne et qu'avec Assimi Goïta, il y aura un résultat pédant? Je pense que c'est une très très bonne question, Madame Bégoudé. Vous savez, nous sommes en train d'assister à une victoire historique des Maliens, du gouvernement d'Assimi Goïta. Assimi Goïta vient de, je dirais, faire ce que j'appellerais un renversement dialectique de la théorie du chaos qui a été planifié depuis les années 50 par la France et dans sa visée colonialiste de diviser pour régner. L'entrée où la puissance, la montée en puissance des femmes qui vont bientôt sécuriser le nord du Mali et donc la prise de Kidal est l'aboutissement d'un long chemin de calvaire, d'une violence inouïe que les colonialistes, les esclavagistes ont planifié pour dépecer, balkaniser ce continent africain. Je pense également que c'est la victoire des panafricanistes de voir enfin que ce projet est mis en échec aujourd'hui et on ne peut que saluer les FAMA, saluer le gouvernement malien et célébrer cette victoire avec tout le peuple malien. Vous savez que c'est en 1957, le 10 janvier, que l'Assemblée nationale française a voté une loi, la loi 057-727, qui mettait son emprise sur ce qu'il a appelé l'organisation commune des régions sahéliennes, OCRS. Et c'est en fait la partie la plus congrue de cette région est l'Azawad au niveau du Mali. Et cette région regroupait donc une partie du Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie. C'est une zone très très riche, comme vous le savez. Le journal français Le Monde avait écrit en 1957 que cette zone dispose des gisements de pétrole de 6 à 7 millions de barils de tonnes par année. Vous comprenez que cette zone sahélienne est au cœur justement de cette volonté de prédation de la France. Et on sait aujourd'hui que cette zone est très riche en uranium, en or, en cobalt, en zinc, en diamant, lithium, cuivre, etc. Et c'est pourquoi la destruction de la Libye a servi de prétexte pour pouvoir nourrir des terroristes, créer donc le chaos dans cette région. Mais avant même que la destruction de la Libye ne soit déclenchée, rappelez-vous que c'est en 1963, donc 3 ans après les indépendances, que la première insurrection Touareg a éclaté au nord du Mali. Le président Modibo Keïta est arrivé à bout de cette insurrection, mais on a vu que par la suite, cette insurrection a continué et s'est développée à travers donc les années. Et en 2012, ils sont allés jusqu'à proclamer même l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Azawad, une zone qui occupe à peu près 822 000 km² et qui a complètement divisé le Mali en deux. Et cette situation ou cette plateforme de balkanisation est nourrie est financée par le Koweït. Donc c'est un complot international qui est mis en jeu. Et avec la destruction de la Libye, les groupes terroristes comme AQMI, Daesh, Jenim se sont donc joints aux rebelles de l'Azawad pour créer cette plateforme de narcotrafiquants, de terroristes, de personnes violentes qui tuent, blessent le peuple malien. L'intervention de la France à travers l'opération Serval pour les contenir n'a servi tout simplement qu'à créer, je dirais, un bloc cuisse
et qui a empêché justement l'armée malienne d'arriver à Kidal. Aujourd'hui, avec 10 ans après, avec la montée en puissance des FAMA et leur entrée dans les prochains jours à Kidal, est une victoire phénoménale pour les Maliens, et surtout pour mettre fin à cette zone de no-man's-land, de violence qui est entretenue, cette zone de chaos qui est entretenue pour pouvoir non seulement affaiblir l'État malien, le rendre un État complètement failli, mais aussi ça permet justement aux Occidentaux de pouvoir s'installer avec leurs bases militaires pour, in fine, exploiter les richesses de cette région. Nous ne pouvons donc que saluer cela, et ce que les rebelles évoquent comme accord d'Alger n'est que une forme de poudre aux yeux, puisque l'accord d'Alger n'a jamais proclamé la balkanisation du Mali, mais plutôt à déterminer les modalités, n'est-ce pas, de développement de cette région et surtout de normalisation des rapports avec l'État malien. Le gouvernement malien ou l'État malien a fait voter, a plébiscité une constitution qui est la matrice fondamentale de la gestion du pays, et cette constitution a proclamé que l'État malien est un État uni, indivisible, et par conséquent, il n'y a pas moyen qu'il y ait d'autres forces rebelles sur l'État malien. L'État malien doit pouvoir établir son autorité, son pouvoir régalien, doit reprendre le monopole de la violence légitime et assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire malien. Je pense que cette victoire mérite donc d'être soulignée et renforcée, puisque les pays qui sont derrière justement cette balkanisation ne vont pas se laisser vaincre, et donc ils vont vouloir chercher par d'autres moyens à pouvoir toujours créer la zizanie, la chienlit dans cette région. Il faut donc rester assez vigilant. Merci chez Lulaoson Abdulaziz Konaté. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce type d'offensive du côté de Kidal. Cette fois-ci, on veut bien y croire, évidemment, de ce côté-là, mais on n'oublie pas que l'Algérie, aujourd'hui, joue également un rôle, c'est celui de jouer les gendarmes derrière l'accord d'Alger qui avait été signé il y a quelques années de cela. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cet accord a donné une voie totalement ouverte, ça c'est le premier volet de la question, aux rebelles du côté de Kidal, notamment ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad? Deuxième volet de la question, Abdulaziz Konaté, ces différents rebelles, on l'a constaté, ont commencé à se mettre un peu plus en branle à l'annonce du référendum du 18 juin dernier. Comment comprendre ces différents mouvements? Déjà, sur votre première question, il faut savoir que les accords d'Alger, véritablement, n'avaient été faits, comme d'ailleurs ceux de Minsk, que pour simplement davantage regaillardir cette force de l'Azawad, là, cette communauté de l'Azawad, là, et renforcer, n'est-ce pas, cette volonté de scinder le Mali en deux, c'est-à-dire que couper le nord carrément de tout le reste de la part du Mali et en faire totalement une région autonome. Et il faut dire que celui qui, au grand malheur des forces armées maliennes, s'était justement érigé, on va dire, de façon même extrêmement négative, et c'était illustré de façon négative dans justement la volonté de la manifestation d'une pareille idéologie, n'était d'autre que les forces multinationales, les forces internationales en présence, notamment la force française, au travers de la mission justement Barkhane, qui était en place. Et il faut dire qu'il y a un important dispositif, il ne faut jamais l'oublier, sécuritaire, un corridor sécuritaire qui avait été établi un peu avant Anafis, justement, où l'armée française y avait une importante base militaire avec un moyen de dissuasion assez conséquent, qui faisait que chaque fois qu'il y avait donc justement la partie armée malienne qui venait à vouloir justement traverser ce corridor-là pour aller retrouver justement ces pseudo-djihadistes
du côté de Kidal, il y avait une fin de non-recevoir. Chose curieuse, parce que, arguant le fait que, justement, ils étaient là pour endiguer ce problème-là et qu'il fallait les laisser faire. Mais on se rend compte, bien évidemment, dans le deuxième volet de votre question, que la question qu'on a vite fait de se poser, c'est à qui profite le crime? Très certainement pas à l'État du Mali. Et vous avez vu une fois de plus encore que, regaillardi par les accords récents qui ont été plus ou moins été ratifiés, c'était encore là, dans une énième volonté de vouloir justement aller dans la phase de la scission du Mali. Or, au jour à date, avec les nouvelles autorités arrivées en place, il n'était question que d'une seule chose, comme on est en train de l'observer actuellement, c'est la reconquête totale, n'est-ce pas, du territoire malien, sans aucune condition ou aucun préalable possible. Il faut quand même rappeler que ces forces dites djihadistes ou alors Azawad et autres ne sont rien d'autre que, effectivement, comme l'a dit le docteur Sango, une partie de l'armée de Kadhafi, dont ces généraux et autres qui se sont retrouvés après la chute du guide, bien évidemment, avec d'importants moyens, des armes lourdes, donc des munitions et autres, un stock d'armes assez importantes, et donc se sont retrouvés, bien évidemment, en train de créer un espace ou un no man's land où, plus ou moins, n'est-ce pas, il y avait tout type de trafic qui s'y opérait. Et ça, c'était pas forcément pour l'intérêt des pays qui sont justement frontaliers ou qui partagent la même frontière, notamment le Niger, le Mali et le Burkina. Ce n'était pas pour forcément leur bon plaisir, tout au contraire. Il faut donc noter que effectivement, au jour d'aujourd'hui, la reconquête qu'on est en train d'observer en réalité est une reconquête qui va permettre, et c'est pour ça que vous avez vu, le cap est fixé. On est là, quand on est en effet, c'est 110 km de Kidal. Donc on est là, véritablement, dans un process où il faut aller, c'est-à-dire déterrer le malaise dans son point central, dans le noyau. Et à partir de là, parce qu'on sait que de ce noyau-là étaient diligentées toutes les opérations qui déstabilisaient toute la zone du Sahel. Oui. C'est de là le poste de commandement. Et on fait bien d'observer effectivement que les deux alternatives, vous avez vu que très vite, les deux chefs rebelles, les deux chefs djihadistes, notamment le président de l'Azawad et son adjoint, la première direction qu'ils ont prise, bien évidemment, c'est l'Alger. Ils ont foncé directement vers l'Alger parce que il y a effectivement, sur le plan d'abord, on va le dire ainsi, c'est vrai que ça a été bien rappelé par le docteur Sangou, la négociation qui avait été faite avec Bouteflika et justement les peuples touaregs. Mais déjà, il faut dire qu'il y a une communauté qui est quand même assez forte, qui jonche du côté de l'Algérie, n'est-ce pas, où ils ont effectivement des terres de ce côté-là. C'est pour cela que vous voyez qu'effectivement, avec cette pression qui est en train de se faire du côté tant du Burkina que du Mali, qui est en train, la maille étant en train de se resserrer, ils n'avaient d'autres alternatives qu'effectivement retourner sur leur base, sur les terres qui sont les siennes. Donc on peut observer ici et on peut dire que les accords d'Alger ont été calqués ou ont été à l'image de ce qu'a été les accords de Minsk, justement concernant la Russie et l'Ukraine. C'était simplement un prétexte qu'on avait mis en place pour pouvoir effectivement permettre ou alors surarmer, donner, n'est-ce pas, la latitude à ce mouvement Azawad là, de pouvoir prendre du poil de la bête et de pouvoir donc totalement, n'est-ce pas, conduire ce plan macabre-là, qui était la scission du Mali en deux, chose qui n'a pas été favorablement reçue, bien évidemment, par les autorités en place, au travers desquelles le colonel Assimi Goïta. Merci Abdulaziz Konaté. On retrouve tout de suite Souleymane Bagbo Koné, qui est avec nous de l'autre côté. Il y a quand même un détail qui reste important à noter, c'est que les attaques de la CMA ou alors ces différentes rébellions sont simultanées dans le nord du Mali aux attaques des terroristes et d'ailleurs souvent très revendiquées par le GSIM. Comment comprendre cela, Souleymane Bagbo Koné? Ben, bonnet blanc. D'où est né le terrorisme au Mali? Le terrorisme est né après que des personnes soient venues de la Libye et se revendiquant de Touareg du Mali et voulant prendre en leur possession une partie du territoire du Mali, c'est-à-dire
la sécession du Mali. C'est de là qu'est parti le terrorisme. C'est de là qu'on dit oui, l'État islamique s'est invité, le JNIM s'est invité, Al-Qaïda s'est invité, ceci s'est invité, cela s'est invité. Tout ça, c'est comme en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, j'explique ça beaucoup de fois dans mes interventions quand je suis devant les Maliens. C'est comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on a... Bon, comme c'était pour eux, les gens n'ont pas voulu dire terrorisme en réalité. Sinon, en Côte d'Ivoire, quand le groupe de Ouattara, les rebelles de Ouattara et de Jacques Chirac, en complicité avec Blaise Compaoré, aujourd'hui, ils vivent ensemble en Côte d'Ivoire, dans notre belle nation. Quand ils sont arrivés, quand ils sont rentrés par le nord de la Côte d'Ivoire, arrivés à Bouaké, au niveau de Bouaké, du côté du centre en direction d'Abidjan, de l'autre côté d'Aloua en direction de l'ouest, et de l'autre côté aussi vers Pouna, etc., en direction de l'est. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu ce qu'on appelle une zone de tampon. Les Français sont venus s'interposer, la force qui est venue s'interposer, et après, par la suite, devait venir l'ONUCI. Quand les négociations ont commencé, ils ont appelé le plus nombreux à la négociation. Automatiquement, il y a d'autres groupes dérivés qui étaient créés. MJP, MPIGO. MJP a progressé vers l'ouest, MPIGO a progressé vers l'ouest et MJP a progressé vers l'est. Pour dire que ceux-là ne font pas partie du MPCI, le groupe rebelle de Draman Ouattara, qui avait à sa tête Sorogium. Donc, le MJP, le MPIGO et le MJP progressent. Pendant ce temps, le MPCI négocie. Eh bien, c'est la même formule, c'est le même scénario, on va dire, c'est le même scénario qu'ils ont mis en place avec le Mali. Quand on dit que les rebelles Touaregs sont là, les rebelles Touaregs négocient un cessez-le-feu avec l'État malien, les rebelles Touaregs signent un accord qui est piloté par Alger, alors que ces rebelles et ces terroristes, une grande partie de ces personnes-là viennent d'Alger, vivent à Alger, sont soutenus par Alger, nourris et blanchis par Alger après la chute de Blaise Compaoré. Alors ils viennent d'Alger. Et c'était pareil en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré était le médiateur. Les premiers accords, il y avait l'accord de Lomé, après l'accord de Ouagadougou, les premiers accords étaient pilotés, on va dire, par Blaise Compaoré, médiateur. Il est médiateur, mais c'est lui qui entretient les rebelles, qui gère leurs comptes bancaires. Les rebelles volaient l'argent de la BCAO, ils venaient les déposer dans les comptes au Burkina Faso. Beaucoup ont construit des maisons à Ouaga 2000. Plusieurs sont morts pour laisser leurs biens. Aujourd'hui, à la merci de Blaise Compaoré, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré saura en faire bon usage. Donc, Blaise Compaoré, qui est le médiateur, en même temps est le fournisseur en normes, en matériel, etc. Donc, c'est la même chose qui se faisait au Mali. Pendant qu'on dit les rebelles sont en train de négocier, pendant qu'on dit les rebelles sont reconnus, voici la tête des rebelles, en même temps, on crée des groupes dérivés qui vont attaquer, qui vont créer la chienlit et qui progressent dans les terres, qui créent des ordres de no man's land qui permettent aux Occidentaux de faire le trafic de drogue, de faire le trafic d'êtres humains, le trafic humain, le trafic de tout genre. Et pendant ce temps, on négocie avec les rebelles, et pendant ce temps, on a d'autres groupes qui nous attaquent. C'est les mêmes rebelles qui sont les terroristes. C'est les mêmes rebelles qui sont les terroristes. C'est pourquoi les attaques sont simultanées. Vous allez voir aujourd'hui, la même Malienne a compris. Et la même Malienne communique. Le Mali communique de façon très stratégique. Le Mali dit, nous avons été attaqués, nous avons subi des attaques terroristes. Nous avons riposté, nous avons tué tel nombre de terroristes, tel nombre de terroristes. Le Mali ne dit pas que nous avons attaqué, que nous avons été attaqués par les rebelles. Le Mali ne le dit pas. Parce que les rebelles n'ont pas encore déclaré la guerre. Ils n'ont pas dit ouvertement, oui, je sais pas, ils n'ont pas dit ouvertement, d'une manière claire, conformément aux Nations Unies, à l'accord d'Alger, oui, nous commençons la guerre contre le Mali, le cessez-le-feu, tout ça. Ils ne disent pas ça. Donc le Mali dit c'est les terroristes qui nous attaquent. Donc le Mali s'est communiqué. Le Mali s'est communiqué. Sinon, c'est les mêmes qui attaquent. C'est les mêmes qui attaquent. Et c'est les mêmes qui ont toujours attaqué. Les Yagagali et consorts. Eh bien, c'est les mêmes gars que les Argabas. Ils se voient, ils discutent. On a même eu des informations d'anciens
d'anciens militaires burkinabés faisant partie du contingent burkinabé à Kidal même, qui disaient que c'est eux qui étaient, au temps de Blaise Compaoré et de Diemguéré, qui étaient les poussiers de Yagadali et les terroristes. Ça, c'est su par tout le monde. Voilà. Donc, c'est eux les terroristes en réalité. Voilà. Et c'est pourquoi les attaques sont simultanées. Merci Souleymane Gbagbo Koné. Retour à vous, docteur Sango. L'armée malienne qui est pratiquement aux portes de Kidal, on a suivi à travers des médias très très impressionnants aujourd'hui qui se font le relais uniquement de la partie rebelle et des terroristes qui prennent la peine de diffuser des interviews et qui prennent la peine de diffuser les scripts de leurs paroles, que Anéfis ne signifiait pas grand-chose pour Kidal. Dans le premier volet de la question qui vous est adressée, docteur Sango, comment peut-on déclarer qu'Anéfis ne représente rien pour Kidal quand on sait la proximité géographique entre les deux? Maintenant, deuxième volet, évidemment, on constate que l'armée malienne a pris du poids du côté du Mali et que les alliés de cette armée sont également sur place avec eux. Donc on peut dire aujourd'hui que l'armée malienne est totalement en phase, aussi bien avec le peuple qu'avec ses alliés, pour mener à bien cette offensive de ce côté-là. Oui, vous devez savoir qu'il n'y a pas généralement, c'est sûr, entre le volet communicationnel et le volet stratégique de la guerre. Oui. Les deux se mêlent et s'entremêlent généralement comme les cheveux dans un peigne lorsqu'on analyse les conflits stratégiques sur le terrain. Donc aujourd'hui, la communication que nous sommes en train de voir de la part des puissances occidentales est une communication orientée qui vise, n'est-ce pas, à déconscientiser ou alors à déstabiliser la conscience de l'opinion non seulement mondiale, mais aussi de l'opinion africaine, pour ne pas également oublier l'opinion malienne. Parce que dans ce combat-là, le citoyen, la population, joue souvent un rôle important. Lorsque l'information, la bonne, ne parvient pas à l'oreille ou alors aux yeux de la population, cette population-là généralement suffoque et parfois rejoint le côté du terroriste pour travailler contre son propre gouvernement. Parce que la population est généralement en cheval entre les terroristes d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Parce que on voit souvent que c'est celui qui communique le mieux, c'est celui qui pose les actions concrètes sur le terrain, qui travaille souvent pour que la population le retrouve. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que, hormis le fait que les populations africaines aujourd'hui sont totalement informées des grands enjeux de leur continent, le gouvernement malien également communique de temps en temps pour mettre en assurance cette population-là qui peut, à travers ces actions communicationnelles faites par les médias occidentaux, basculer de leur côté. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils disent que Anéfis ne représente rien, c'est pour dire que l'action menée par l'armée, ou du moins les FAMA, ne signifie rien comparé à ce qui est sur le terrain. Donc, il ne faut pas négliger le volet communicationnel. C'est un élément très important. Et c'est en cela que nous disions souvent ici, en tant que panafricanistes, que l'Afrique n'a plus besoin de s'informer à travers les canaux des puissances occidentales. Aujourd'hui, les Africains doivent faire confiance à leurs propres médias, tels que For You Media par exemple. Aujourd'hui, nous avons des médias en Afrique qui sont suffisamment aguerris en termes de méthodes, de compétences, d'intelligence pour mettre à la lumière des populations la bonne information. Lorsque je l'ai dit, je reviens maintenant sur votre deuxième volet de la question qui porte sur la capacité de frappe des forces militaires maliennes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cela s'explique tout simplement parce que nous avons des bons acteurs à la tête de l'État malien qui travaillent pour ne plus mettre en difficulté l'armée. Parce que vous savez que l'une des stratégies utilisées par la communauté internationale
en concubinage avec un certain nombre d'acteurs sur le plan interne, Oui. c'est d'asphyxier l'armée en termes de capacités militaires et de les mettre à la disposition des terroristes. C'est pour cela que pendant plusieurs années sur le terrain, on a vu que nos forces militaires africaines étaient parfois insuffisamment nanties en termes matériels pour faire face à l'ennemi sur le terrain qui était, n'est-ce pas ici, nanti du matériel tellement sophistiqué. Et vous savez que ce matériel sophistiqué ne tombe pas du ciel. Nous savons que c'est les puissances occidentales qui mettent ce matériel à la disposition des terroristes. Donc aujourd'hui, lorsque je l'ai dit, je pense que pour ne pas sombrer dans l'éternel recommencement, parce qu'on a vu pendant plusieurs années comment les forces des pays africains mettaient souvent à bout les terroristes, mais que ces terroristes-là revenaient à chaque fois. Pour éviter donc de sombrer dans une telle dynamique de l'éternel recommencement, je pense qu'il sera important pour le gouvernement malien aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'attention avec le gouvernement algérien. Parce qu'on voit bel et bien que lorsque ces rebelles-là sont repoussés, où est-ce qu'ils se réfugient? Du côté d'Alger? Effectivement, c'est ça la question fondamentale qu'il faut mettre sur le terrain. Voir là où ces rebelles-là se réfugient. Parce que l'enjeu serait qu'on les retraque partout où ils peuvent se réfugier. Ils se réfugient du côté d'Alger. Il faudrait donc que, au même titre que le Mali a signé un accord avec ses États voisins, Mali, Burkina Faso et Niger, qui fait en sorte que sur le plan opérationnel, ce problème de l'extraterritorialité a été résolu. C'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui, un terroriste chassé au Mali et qui se réfugie au Burkina Faso peut facilement être traqué par le même soldat malien qu'il a pourchassé au Mali. Oui. Il faudrait donc que sur le plan opérationnel, qu'un tel accord soit signé avec l'Algérie pour que chaque fois que ces terroristes touaregs vont se replier de ce côté-là, oui, que les soldats maliens aient la licéité de violer les frontières algériennes pour aller les traquer du côté algérien. Oui. Ou du moins signer un accord qui ferait en sorte que chaque fois que ces militaires, ces terroristes-là se réfugient à l'Algérie, que l'Algérie les mette à la disposition du Mali, les mette à la disposition du Mali. C'est très important. Donc il faudrait que ce travail de transfrontaliérité qui a commencé avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, continue avec les autres voisins du Mali. Ou du moins, il faudrait que les pays de cette sous-région-là travaillent en osmose pour éradiquer définitivement le problème du terrorisme. Donc, il y a l'Algérie qui est là, il y a le Soudan qui est là, il y a également le Tchad qui est là. Il faudrait que ces gouvernements travaillent en accord pour que ce problème du terrorisme soit éradiqué définitivement. Parce qu'aujourd'hui, les FAMA maliennes aujourd'hui, les forces militaires maliennes aujourd'hui peuvent réussir à retrouver l'intégrité territoriale de cette localité-là, mais que demain après demain, que ces Touaregs-là reviennent encore avec cette fois-ci une capacité de frappe tellement élevée. Donc pour éviter tout cela, il faut poser sur le terrain des actions tellement importantes qui vont faire en sorte qu'on puisse construire, n'est-ce pas, la paix dans une dynamique du temps long. Il faut également penser à des solutions politiques et économiques. Parce que la lutte contre le terrorisme ne se fait pas seulement avec les armes, ne se fait pas seulement avec la force. Parce que une fois les armes réussies, il va se poser le problème maintenant de l'après-arme. Comment est-ce que les populations de cette zone-là, qui étaient jusque-là dans une atmosphère chaotique, vont faire pour se nourrir? Donc, il est important de poser également des actions de développement dans ces zones de crise. Parce que lorsque vous faites une analyse sociologique de ces zones de crise dans toute l'Afrique, vous allez vous rendre compte que c'est des zones qui sont parfois délaissées en termes de développement. Donc, il est important que les gouvernements prennent leurs responsabilités
pour développer davantage ces zones-là, pour instaurer davantage l'autorité de l'État dans ces zones-là. Parce qu'une zone qui est dans une situation isolée, une zone qui est dans une situation, n'est-ce pas ici, libre, peut être utilisée à tout moment par des rebelles et par des terroristes. C'est la même chose au Cameroun avec Bakassi par exemple. C'est une zone qui avait été pendant longtemps délaissée par le gouvernement camerounais en termes de développement. Cette zone donc a fini par attirer l'appétit d'un autre pays qui a vu, n'est-ce pas ici, mieux de le conquérir. Donc moi je pense que les actions armées doivent s'accompagner avec des actions économiques et des actions politiques. Lorsque je l'ai dit, il faut comprendre que le problème du terrorisme aujourd'hui en Afrique, s'il s'est accentué de plus en plus ces dernières décennies, c'est un problème qui avait été savamment orchestré dès même la colonisation, la rencontre des puissances occidentales avec les pays africains. Parce que les pays occidentaux avaient compris que le continent africain étant un continent riche, il fallait de plus en plus tenir les zones, n'est-ce pas, qui sont riches en termes de matières premières, en ressources naturelles, dans le chaos. Si vous faites une analyse sociologique rigoureuse, vous allez vous apercevoir que partout où sévissent ces crises-là, dans tous les pays africains, ces zones-là sont densément riches. Que ce soit au nord du Mali que nous parlons là aujourd'hui, c'est une zone qui est densément riche. Que ce soit en RDC, l'est de la RDC, c'est une zone densément riche. Que ce soit au Cameroun, nos deux régions anglophones, c'est des zones densément riches. Alors, cette coïncidence-là entre zone riche et chaos n'est pas hasardeuse. C'est une construction qui a été savamment orchestrée par des puissances occidentales pour que ces zones qui sont riches ne soient pas sous le contrôle des gouvernements de ces pays-là. Parce que si ces zones-là sont sous le contrôle des gouvernements légitimes, les puissances occidentales ne vont pas bénéficier davantage des ressources venant de ces zones-là. Donc, il faut qu'on comprenne et qu'on intègre dans l'analyse sécuritaire que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui doit se faire en intégrant cette réalité-là. Comprendre que partout où il y a des richesses dans nos différents pays, il faudrait que ces zones-là soient sous le contrôle de l'intégrité, soit sous le contrôle gouvernemental. Il faudrait que les pays africains cherchent à instaurer leur autorité, du moins à développer ces localités-là. Parce qu'il y a également un autre paradoxe qui accompagne cette analyse-là. Vous sortez par là, Dr. Sango. Oui, ces zones qui sont souvent densément riches, densément, n'est-ce pas ici, nantis en termes de matières premières et ressources naturelles, sont souvent laissées dans le chaos. On ne voit pas comment l'État développe cette localité-là. Et on voit souvent parfois comment l'État récupère ces richesses-là et les vend sur le plan international pour développer d'autres régions à l'intérieur des pays. Ces zones-là restent dans le chaos et dans le sous-développement. Donc, il est important qu'aujourd'hui, nos gouvernements prennent en considération cet enjeu-là pour que ces zones-là soient développées, ces zones-là soient dans une perpétuelle contrôlabilité des gouvernements. Voilà comment nous pourrons, n'est-ce pas, venir à bout contre ce problème de terrorisme qui reste un problème, n'est-ce pas, permanent. Parce que c'est un leurre que de penser que la lutte contre le terrorisme peut être un terminus. C'est un processus éternel qui se fera toujours par des actions permanentes des gouvernements. Merci, Dr. Sango. On retrouve évidemment Tché Elulauson de l'autre côté, qui est toujours avec nous. Alors, au-delà de cette offensive à Kidal, pensez-vous que des négociations soient possibles sur ce territoire à l'aune des situations politiques et économiques? On rappelle quand même que il va peut-être falloir mettre sur la place des négociations, mais de quel type, Tché Elulauson? Oui, quand on gagne une guerre se gagne aussi, non pas seulement par les armes, mais aussi par cette capacité à dialoguer, à trouver des ententes pour pouvoir pacifier sur le long terme
la région, en tout cas poser les problèmes structurels et conjoncturels sur la table et trouver des solutions. Dans le cas du Mali, bien évidemment, que après que l'État aura assis son autorité, son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire, il va falloir donc rassembler toutes les composantes de la société malienne et discuter des problèmes de développement, de gestion, de gouvernance, de façon à ce que chaque communauté puisse se trouver dans cette forme de gestion de l'État, sa part. Il me semble que la question, la région du Nord est exposée aux défis climatiques, au Sahel, et donc cette population est confrontée à des difficultés. Il va falloir donc que, en termes de gouvernance, en termes de gestion et de répartition de la redistribution aussi des ressources, l'on puisse inclure toutes les communautés dans ce qu'on appelle une forme de gestion déconcentrée, une forme de gestion décentralisée, une certaine autonomie des régions en termes de gouvernance, et que les pouvoirs régaliens en termes de sécurité, en termes de protection des citoyens et du territoire relèvent des prérogatives de l'État central, mais quand il s'agit justement des questions de gouvernance ou de gestion, de développement, que ça puisse se redistribuer à l'échelle du pays. Je voudrais aussi signaler que quand souvent on explique le terrorisme par la misère ou le sous-développement, j'ai toujours émis quelques réserves, dans la mesure où le terrorisme n'est jamais la solution des Africains confrontés à la pauvreté d'utiliser cette arme. Et quand on fait une analyse, je dirais, stratégique, une analyse des causalités du terrorisme, elle a toujours des facteurs exogènes. Voyez-vous? Et donc, c'est toujours les Occidentaux, c'est toujours les colonialistes qui, à travers leur politique de diviser et régner, de créer le chaos, et qui est au cœur justement du capitalisme, qui entretiennent ces violences, qui entretiennent ces formes de terrorisme. Et on le voit bien évidemment au cœur de la question de l'Azawad. On a vu que quand on interroge l'histoire de l'Azawad, on comprend très rapidement que c'est une forme de conglomérat formé d'une idéologie islamiste et arabe, berbère aussi, qui n'a je dirais, de contenu que la balkanisation du Mali. Et cette balkanisation est soutenue justement par des forces externes, notamment le Qatar, qui finance les terroristes, qui les nourrit d'armes, et cela participe au projet justement des Occidentaux, notamment de la France, de pouvoir avoir la main sur les ressources de cette région. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le rapport de force, la montée en puissance des FAMA et l'arrivée, ou en tout cas leur présence dans le nord du Mali, s'explique par la nouvelle configuration sécuritaire dans la région. Les rapports de force se dispersent d'une certaine manière. Vous allez voir que l'ONU est en train de plier bagage, alors que l'opération de l'ONU depuis une dizaine d'années, au lieu de sécuriser la population, était devenue genre de porte-feu pour ces rebelles en termes d'alimentation. On remarque également que la France, en tout cas les opérations Barkhane et tout ça qui ont déguerpi du Mali, on a remarqué également que la mise en synergie, n'est-ce pas, des forces des pays
sahélo-sahéliens, notamment le Mali, le Niger et le Burkina, qui permet de mutualiser l'extraterritorialité des forces armées. Tout ça enlève aux terroristes, aux rebelles, des bases arrières. Et donc aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de se replier au Niger ni au Burkina Faso. Ils sont coupés de leurs sources de ravitaillement qui sont justement les Occidentaux, en tout cas les bases militaires occidentales. On voit également qu'ils ont beaucoup de difficultés à tenir tout simplement parce que les forces en présence perdent leur acuité dans la région et ils sont obligés de fuir pour aller donc en Algérie. L'Algérie, qui a été garant de l'accord d'Alger, avec je dirais cette reconfiguration du monde multipolaire avec la présence des Russes dans la région, amène l'Algérie également à changer son fusil d'épaule et à comprendre que ces négociations en trompe-l'œil ne pourraient plus tenir. Il faut réorganiser les forces dans la région. Et donc, vous allez voir que dans les prochaines années, le terrorisme dans le Sahel va pouvoir disparaître si l'Algérie, le Mali et le Niger, le Burkina, les pays de la région se donnent les mains et créent une forme de synergie et qui établissent un projet de développement gagnant-gagnant pour l'ensemble des partenaires de la région. Donc, il me semble qu'il faut absolument bouter dehors, justement, ces rebelles et ne plus donner la chance à ces genres de négociations parce qu'on a vu que ça n'a pas marché depuis 1963 avec l'Azawad. La dernière en date a été l'accord de 2013 où, justement, avec le président du Faso, Blaise Compaoré, qui a été garant de cet accord, mais ça n'a pas permis justement d'établir la sécurité dans la région. Ces rebelles sont revenus pour récupérer Ménaka, Anéfis et Kidal. Et aujourd'hui, il n'y a pas question de leur donner encore une chance de revenir pour refaire encore ce genre de situation. Ils doivent se soumettre à l'État du Mali, intégrer je dirais la nomenclature politique et pouvoir, s'ils veulent participer à la politique du pays, créer des partis politiques, aller aux élections, en tout cas participer au processus démocratique et de gouvernance, et qu'ils doivent déposer les armes et se soumettre à l'autorité de l'État malien pour ensemble envisager le développement de ces régions. Merci chez Lawson. Ils doivent donc peut-être s'entendre après pour travailler pour le développement du Mali. Ça, on verra dans les jours prochains. Abdulaziz Konaté, nous sommes avec vous à présent. On continue de parler de ce sujet du côté du Mali, notamment de Kidal. À quel moment est-ce que, Abdulaziz Konaté, on peut parler, comme je le demandais tout à l'heure à Thielou Lawson, de négociation? On est totalement sur la même longueur d'onde avec le gouvernement malien qui a dit la balkanisation du Mali n'est pas négociable. Mais maintenant, au-delà de ces questions de l'armement ou encore de division du territoire, est-ce qu'on ne peut pas penser négociation sur le plan politique et sur le plan économique? Peut-être avant de vous donner la parole, vous me le permettrez, on va au standard afin que vous ne soyez pas coupé dans votre élan. Avec la participation de la technique, on reçoit donc cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bachir Chebou. Allez-y. J'appelle depuis le Niger. Je dis, j'appelle Bachir Chebou, je suis activiste, j'appelle depuis le Niger. D'accord, Bachir, nous vous écoutons. Ma réaction, c'était pour la première émission avec Pape Dom quand ils sont venus sur le Niger par rapport au retrait de troupes françaises. Allez-y, exprimez-vous, on vous écoute. D'accord. Donc, ce que j'aimerais dire, le problème est encore plus complexe parce que avant-hier, avec le ministre de l'Intérieur,
parlé, il y avait un déploiement d'armes qui a été fait en Libye. Donc, les Français, ils ont envoyé des armes en Libye pour recruter des mercenaires. Donc, et du côté aussi du Bénin, c'est la même chose. Et notre gouvernement est sceptique parce que pour l'accompagnement, on a refusé leur passage par le Bénin, sachant bien tous ceux qui sont en train de se concentrer, on sait bien. Donc, à partir du Niger, exactement ici, les activistes, tout le monde, toute la population, on est attentif parce qu'on sait qu'ils ne vont pas quitter, surtout par rapport à l'uranium. C'était sur ça que j'ai voulu parler un peu pour faire un complément avec le référendum, pour lui expliquer exactement, par exemple, les recettes par rapport à l'uranium. Pour comprendre aujourd'hui, à cette date, que l'uranium ne peut pas participer au budget national du Niger. Donc, les 59 ans d'exploitation de l'uranium, madame, vous comprenez? Donc, une année, le bénéfice que la France réalise, ça fait 5 578 milliards par an. Or, parallèlement, le Niger n'engrange que 85 millions environ. Donc, sur les 59 ans d'exploitation de l'uranium, regardez, on n'a pas de 21 années que la France parvient à en avoir. Donc, c'est ce qui est déplorable. Donc, parallèlement encore, pour comprendre cet état de fait, aujourd'hui, ces gens qui se sont amenés de bon, il y a le terrorisme. Maintenant, les partis LGBT sont en train d'expandre dans toute l'Afrique, sont contraires à nos valeurs actuelles. Voyez-vous que ces gens, c'est vraiment des gens qu'on devrait vraiment, on doit avoir une position un peu plus radicale. Malheureusement, oui? Oui, allez-y, on vous comprend, oui. Voilà, je dis malheureusement, il existe une autre tranche de la population africaine présentement à bras ouverts, parce que c'est quoi le dit? Aujourd'hui, on arrive vraiment dans toutes les contrées de l'Afrique, vraiment faire bloc, par exemple, l'Afrique de l'Est, ça a vraiment libéré l'Afrique définitivement. En ce moment, le deuxième processus, parce que même les Américains ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, le problème d'Haïti. Aujourd'hui, présentement, le problème de la Palestine, c'est variable. Donc, que ce soit les Français, que ce soit les Américains, c'est les Occidentaux, ils sont les mêmes. Chacun, parce que, voilà. Donc, voir un peu sur la suite, vous comprenez, ces gens, aujourd'hui, leur demande c'est quoi? Il faut garder le pays pauvre vraiment dans la précarité. C'est ça l'impérialisme. Ils restent souverains. Aujourd'hui, c'est sûr, sans me tromper. Vous comprenez? Donc, dans les années à venir, présentement, toutes les industries sont plus ralenties. Vous voyez, tous les grands groupes aux États-Unis dans l'automobile, c'est des grèves. D'accord, oui. Merci. Voilà. Donc, oui. C'est cela que je voulais vraiment envoyer comme contribution. Si pas fait d'homme, c'est vrai, il n'est pas claro. Et un bonsoir aussi de passage à Guéné aussi. Merci à vous. Merci infiniment d'être passé par ici et d'avoir apporté votre point de vue sur certaines questions. Je pense que vous parliez de l'émission qui a été diffusée hier, l'International, le samedi. Notre appelons à présent avec nous. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Vous pouvez Oui. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est Mohamed depuis le Bénin. D'accord, Mohamed. Ok, d'accord. Allez-y, exprimez-vous, nous vous écoutons. Oui, bon, merci. D'accord, je sais. Salut, puis tout monsieur Nguéné, et puis en même temps, tous ceux qui travaillent ici, il faut On ne vous reçoit pas très bien, Mohamed. Peut-être essayer de retenter de nous joindre. De la situation de Kidal, vraiment, moi, je suis d'avis. Et puis, cette lutte doit vraiment être menée pour unir les Maliens, car s'il y a des divisions, par là. Quelques soucis de connexion avec monsieur Mohamed depuis le Bénin. Tout à l'heure que...
s'il n'y a pas d'autres appelants, nous serons obligés de nous séparer de Mohamed dans le cadre de ce programme. Tentez de nous rejoindre à nouveau et on essaiera peut-être à ce moment-là, on vous entendra beaucoup mieux, on vous recevra beaucoup mieux. Alors on revient sur le plateau avec vous, Mohamed. Avec vous, Abdoulaziz Konaté, excusez-moi. Eh bien, on parlait des négociations possibles entre le Mali ou disons entre les autorités de transition et ceux de l'Azawad, mais également du rôle que pouvait jouer la charte du Liptako Gourma du côté du Mali dans le cadre de cette offensive à Kidal. Déjà, pour parler négociation, il faut déjà effectivement que l'offensive soit réussie. Il faut déjà qu'il y ait un camp qui puisse déjà reconnaître justement sa défaite. Et pour parler de négociation, ou du moins pour ouvrir le processus, n'est-ce pas, des échanges qui pourraient aboutir à une quelconque entente, il faudrait déjà qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Il faudrait déjà que le principe de légitimité soit acquis. Et c'est celui-là, ma foi, qui est en train d'être justement conquis par l'armée régulière malienne. Et très certainement, comme ça s'est passé à Nafis, parce qu'il faut le dire, à Nafis, il n'y a pas eu de véritables échanges. Hein. Ça a été pratiquement une promenade de santé. Et on ne s'attend pas forcément à grand-chose non plus du côté de Kidal, puisque on a très vite fait de voir les responsables, justement, rebelles qui se sont exfiltrés du côté de l'Algérie, demander curieusement l'appui de l'aide internationale du fait de ce que justement la supériorité aérienne de ces forces militaires maliennes, de ces forces régulières maliennes était assez impressionnant, ou du moins assez convaincant pour ne pas pouvoir se lancer dans une aventure folle. C'est comme ça qu'on est en train de voir l'évolution de cette centaine de matériel militaire qui est en train de converger vers Kidal en appui avec les forces spéciales justement de certains pays amis, certains partenaires de l'État du Mali. Et c'est en cela qu'il faut, bien évidemment, pour pouvoir, puisque tout conflit finit toujours sur la table des négociations. Tout commence sur la table des négociations et tout finit sur la table des négociations. Tout conflit, quelle que soit sa virulence, quelle que soit la durée qu'il met, finit sur la table de négociation. Mais négociation va pouvoir être faite que quand, bien évidemment, la reconquête entière, la mission qui est en train d'être conduite actuellement par l'État du Mali, sera effective. Et en cela, il n'y a point de doute qu'elle arrivera à son point, à son bon terme. Il faut aussi dire que cela nous démontre davantage, quand même, un fait que nous, chaque fois que nous avons l'occasion de passer dans votre média ici, nous souhaitons, nous appelons de tous nos voeux, c'est celui-là de pouvoir effectivement outiller enfin les armées africaines du matériel dont ils ont besoin pour pouvoir effectivement endiguer un certain nombre de menaces liées à leur historicité, liées à l'environnement naturel dans lequel eux-mêmes ils sont, qui est connu par eux et qui très certainement leur donne un avantage de pouvoir effectivement très rapidement régler un certain nombre de problèmes qui peuvent prendre beaucoup plus de temps pour des forces exogènes qui n'ont pas forcément la maîtrise du milieu dans lequel ils vont exercer, n'est-ce pas, la force de l'action. Donc, si c'était encore à pouvoir démontrer, la leçon qui est déjà de prime abord perceptible du côté justement du Mali, c'est qu'effectivement, on est en train de donner raison à tous ceux-là qui disent depuis un moment qu'il n'est plus nécessaire au jour d'aujourd'hui, à date en tout cas, d'avoir de bases armées étrangères sur le continent africain. Oui. Il faut simplement justement corriger une erreur qui a été faite, on ne va pas dire de façon inconsciente, mais de façon totalement voulue, justement, dans les périodes dites d'indépendance, de vouloir effectivement doter simplement des armées de façade, des forces républicaines de façade pour pouvoir effectivement faire sous-traiter la sécurité des États par des forces exogènes. Au jour d'aujourd'hui, la réponse qui est en train de venir du côté du Mali confirme le fait qu'il y a simplement besoin aujourd'hui de pouvoir doter les forces régulières d'un armement tactique
de pointe pour pouvoir endiguer un certain nombre de menaces, traiter en tout cas les questions liées à l'insécurité dans leur zone. Et à ce moment-là, bien évidemment, ces questions-là, une fois qu'elles sont endiguées, il ne fait aucun doute que toutes les autres conséquences, telles que elles ont été énumérées ici par les différents panélistes, sont de fait, vont se mettre en place, notamment économiques, culturelles et tout le reste. Mais la véritable leçon, ma foi, qui semble pouvoir se dégager de ce qui est en train de se passer justement dans la ruée vers Kidal, c'est que effectivement les forces armées africaines aujourd'hui ont la capacité. Ils ont véritablement la capacité de pouvoir traiter des problèmes endogènes. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des présences de bases militaires sur leur territoire, mais ils ont besoin d'avoir du matériel, de la formation. Et c'est ces réponses-là au jour d'aujourd'hui que de plus en plus, les États des pays africains sont en train de trouver du côté du Sud, du grand Sud-Sud, de la coopération Sud-Sud. Et justement parce que la coopération Sud-Sud, et c'est en cela qu'elle est de plus en plus intéressante, notamment au travers des pays du BRICS, mais pas que des BRICS, des pays du Sud-Sud. Parce que eux, ils viennent répondre à une problématique concrète qui est pendante là sur le continent africain. Oui. C'est que le continent africain au jour d'aujourd'hui, véritablement, n'a pas besoin d'un accompagnement paternaliste, mais a besoin plutôt de partenaires avec lesquels ils peuvent pouvoir endiguer un certain nombre de problématiques fondamentales qui est lié même au développement, n'est-ce pas, des différents États et du continent africain. Et ces réponses-là sont beaucoup plus concrètes, comme on est en train de le voir actuellement justement du côté de la zone du Sahel, notamment du côté du Mali et du Burkina, et très certainement dans bientôt du Niger. En tout cas, c'est ce qu'on le leur souhaite. Oui. Mais il faudrait comprendre que c'est des réponses qui sont aujourd'hui voulues et attendues par la quasi-majorité des pays africains aujourd'hui pour pouvoir enfin se prendre en main. C'est ainsi qu'il faut voir ce problème, cette étape, n'est-ce pas, de la conquête de Kidal et de la reconquête des forces régulières maliennes de leur espace territorial. Mais effectivement, comme à l'accoutumée, ça finira très certainement autour de négociations, mais des négociations qui se feront sous, bien évidemment, les conditions de l'armée, de l'État du Mali, et non simplement d'une force étrangère qui viendrait là, n'est-ce pas, jouer les médiateurs encore une fois de plus pour pouvoir jouer les troubles faits. C'est en cela que, bien évidemment, le schéma qui se met en place aujourd'hui semble être fort intéressant. Merci Abdoulaziz Konaté. Souleymane Gbagbo Koné est toujours avec nous. On le retrouve tout de suite. La volonté de régler les problématiques sécuritaires maliennes par des solutions maliennes a été évidemment depuis fort longtemps présentée par les autorités de transition du côté du Mali. Mais maintenant, on s'interroge sur la place que pourrait occuper la charte du Liptako-Gourma, celle qui a été signée, cette alliance des États du Sahel, entre ces trois différents États dans l'offensive de l'armée malienne à Kidal. Avant que de revenir à vous, on essaye de rallier le standard à présent afin que vous ne soyez pas coupé dans votre élan. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Fayou TV. Mohamed? Oui, c'est Mohamed depuis le Bénin. D'accord, allez-y. Ok, bon, d'abord, je dois parler d'abord de la situation du Mali concernant Kidal. Je crois que le Mali, c'est un pays africain et l'Afrique, en tant que jeunes, nous devons d'abord penser à la création de l'Union africaine, les États-Unis d'Afrique. Donc, je crois qu'il n'y a pas de division au sein de l'Afrique ni d'un pays africain. Alors, si nécessairement il doit y avoir des négociations entre les Maliens, je crois que ça doit être des négociations qui vont porter des fruits positifs pour le peuple malien en ce qui concerne le bon développement et la sécurité. Et parce que pour parler de développement, il faut d'abord la sécurité. Et donc, il faudrait sécuriser vraiment le Mali entier. Et puis, oui, les pays de l'Afrique, les pays sahéliens, il faut vraiment sécuriser la totalité de ces pays avant de parler de réel développement. Donc, je crois que si on parle de négociations, d'abord, ça veut dire que il y a certaines parties qui savent déjà donc que la partie négociée ne les appartient pas, parce que quand on est malien, on ne peut pas parler de négociation des territoires maliens. Donc, si la négociation vraiment
doit être davantage pour les Maliens, alors il peut y avoir des négociations positives. Mais il faut dire quand même que nos forces qui sont présentes là, les femmes, nous les encourageons ici même, de l'Afrique, depuis le Bénin, partout en Afrique. Et vraiment, courage à eux, force à eux. Et donc, vraiment, nous, on montre notre soutien vis-à-vis des femmes et puis des panafricanistes en général. Donc, voilà ce que j'aimerais dire, un peu, ma contribution. Merci infiniment, Mohamed. Depuis le Bénin, à présent, Sidi nous appelle. Bonsoir et bienvenue. Sidi nous appelle. Bonsoir et bienvenue. Sidi, coupez le retour, je vous en prie. Allô? Oui, Sidi, coupez le retour. Bonsoir. Oui. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît, avant de réagir. S'il vous plaît, avant de réagir. C'est comme si c'était... Alors, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on poursuit au standard ou on avance? D'accord. Alors, on retrouve tout de suite... Oui, bonsoir, madame. Oui? Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Bonsoir, madame. C'est monsieur Mohamed Awali depuis le Bénin. D'accord, allez-y. Oui, je veux. Parfaitement, nous vous écoutons. Oui, je veux, madame. On va se reconnecter avec monsieur Mohamed, je Bon, crois, à ce depuis qui le Bénin. concerne... Oui? À ce qui concerne Kidal au Mali, moi, ce qui m'apparaît un peu bizarre, moi, quand les gens parlent de négociation, l'armée va négocier avec les, comment on dit, les assassins, ceux qui tuent les gens. Pour rien de tuer, on parle de négociation. Bon, le mot négociation même, excusez-moi, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est ce que moi je voulais savoir. Le mot négociation avec les rebelles ou les groupes armés qui nous concernent, négocier avec eux, ça vient d'où? Comment nous pouvons négocier avec eux, ceux qui tuent les innocents, les civils? Vraiment, madame, moi, ça me dépasse. Hein? Ça me dépasse. C'est pourquoi moi je dis chaque fois, l'Afrique doit être dirigée par des panafricanismes. Tous nos dirigeants, oh madame, vraiment, ça me dépasse, j'en ai marre. Excusez-moi. Merci, au revoir. D'accord, merci. Merci infiniment à vous pour votre participation. Allô, bonsoir. Bonsoir, Foyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou. Bonsoir à tous les invités, à savoir Dr Sango Cheoula, son Azil Konaté et le président Matomba, ainsi qu'à nos deux journalistes brillants, dont la charmante Madame de Goudé, qui illumine le plateau. Merci Dieu. Avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier et encourager tout le peuple africain solidaire autour de la question panafricaine. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguené, permettez-moi de poser une question à tous les invités du plateau. Pourquoi, malgré l'agissement du pion français et des terroristes appelés Imam Diko, les autorités maliennes ont refusé de l'arrêter? Les autorités maliennes ne sont pas des rigolos, mais plutôt des responsables très sérieux qui nous ont entourés de sages et de vieux briscards de la politique malienne et africaine qui côtoie avec une jeunesse militaire engagée dans une lutte souveraine. Madame Begoudé, ma soeur, le soir des mauvaises herbes d'être brûlées. Aucune négociation avec des mauvaises herbes. On ne peut quand même pas laisser des criminels au service de l'impérialisme américain et européen nous dominer. La seule réponse pour discuter après avec les propriétaires de ces terroristes est la réciprocité. On ne peut pas se moquer de l'Afrique en pensant que le conflit actuellement en cours à la rivière de Kidal
résulte d'une quelconque mésentente entre les Maliens et simplement des calculs financiers, économiques, géopolitiques qui se font sans considérer les intérêts africains, puis des peuples africains qui s'y trouvent. Lorsque nous allons les écraser à Kidal, nous négocierons avec les fils mécontents maliens pour pacifier le pays et chercher l'unité politique africaine. Mais pour l'heure, nous voulons gagner la bataille militaire. Même s'il faut affronter l'Algérie, dont nous comprenons les agissements. Mais je trouve malhonnête de la part de l'Algérie de conditionner sa paix interne au mépris des vies humaines maliennes. J'encourage les militaires maliens à tuer, éradiquer et exterminer ces criminels au service du satanisme et des dirigeants voyous et oisifs qui veulent se nourrir par notre labeur. Aujourd'hui, Mme Begoudé, la guerre à nous imposer, nous allons la faire, être dominée. Nos anciens colons que nous allons renvoyer au travail, car il est temps pour eux de mériter ce qu'ils gagnent. La France civilisatrice et donneuse de leçons doit finir et nous n'arrêterons pas de nous battre que lorsque la France et les États-Unis occuperont leur vraie place. Nous encourageons le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Kiani à ne pas être tendres avec les traites, les andro-colons. Si ceux-là ne disparaissent pas, Mme Begoudé, nous serons toujours dans un éternel recommencement. La peine de mort doit revenir. Nous avons été très dociles, passifs pendant longtemps, mais aujourd'hui, basta. C'est terminé. Et nous pensons nous même faire savoir d'une manière élégante à l'Africaine, car nous sommes nous-mêmes. Et nous ne sommes à l'image de personne. Il faut comprendre, lorsque nous allons commencer à créer chez Dieu, en Europe et aux États-Unis, qui sont en train de faire pour nous ici, activer notre diaspora, afin qu'ils agissent et s'expriment pleinement par des actions concrètes, et nous allons discuter avec eux. Du courage à la Palestine, qui lutte contre la propriété des Rothschild et Rockefeller et Jean-François Soituro gagnants, car nous savons ce qu'ils vivent. L'Israël est un État terroriste. Et en l'État, l'Israël est le temple du diable, où toutes les sectes naissent avant de se propager dans tout le monde. Et nous pensons que cette fois-ci sera la bonne. For you television and of the world. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les panafricanistes. Il les protège contre l'obscurantisme au service du Satan et lapidé. C'est Dieu qui est bon. Assalamu alaikum. Merci infiniment, Sidi, de nous avoir apporté votre point de vue sur ce plateau. On reste au standard s'il y en a encore et on referme d'ailleurs le standard avec cette dernière personne. Dans le cas contraire, on retrouve Souleymane Bagbo Koné. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup Constantin. Je salue vos invités. Je vais donner brièvement mon point de vue sur la situation. Je me souviens en 2002, M. Poutine avait dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. On les traite, on les neutralise et puis on les fout dans les, excusez-moi du terme, chiottes. Et je crois que le Mali, le Burkina Faso, le Niger doivent faire de même sans demander l'avis de quiconque parce que vous les connaissez très bien, les Occidentaux. Quand ils sont en perte de vitesse, ils utilisent un autre module qu'on appelle droit de l'homme ou des associations ou bien des ONG qui viennent commencer à prôner des situations délabreuses, par exemple, du camp ennemi. Et ça, bientôt, on va avoir à faire ce genre de truc dans les jours à venir. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne regardent pas quand ces terroristes font du mal aux populations de ces pays cités. Voilà le vrai problème. Et c'est pourquoi, moi, à mon humble opinion, je dis qu'il n'y a pas de négociation à faire. Il faut qu'ils continuent le travail qu'ils sont en train d'accomplir pour nettoyer leurs pays respectifs. Et aussi, donner un avertissement, sinon, je peux dire, un signal à ceux qui alimentent les terroristes que le fait d'avoir sous-estimé ces pays
ils vont le regretter très cher. Et moi, je suggère surtout que quand on arrête ces terroristes, il faut aussi pouvoir saisir les têtes pour les trimballer au tribunal populaire CPI comme ils ont fait pour les autres dirigeants. Ça, c'est très important. Comme ça, il faut qu'ils parlent pour dire qui les alimente, qui les entretient, comment ils procurent des armes sophistiquées et tout ça, qui est le lien d'alimentation. Tous ces pays doivent être dénoncés. Et si ce sont des pays qui sont alliés à la Russie, je cite l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont maintenant membres de BRICS et qui ont beaucoup participé, eh bien, il y aura des négociations souterraines où ils vont faire taire cette affaire, mais dédommager ces pays dont je vous ai parlé. Et pour revenir sur le problème du Tchad, je dis que ça, c'est une mise en scène. Vous comprenez? Monsieur Déby est dans un imbroglio parce que soit il accepte que les militaires français viennent dans son pays. Dans le cas contraire, il aura la menace des terroristes comme ils ont fait à son père. Soit il refuse et il supporte également les conséquences, et je vous dis, ça c'est pour bientôt avant la fin d'année, qui vont arriver dans son pays. Donc voilà en fait le gros problème que nous avons aujourd'hui. Je félicite l'armée du Mali, l'armée du Burkina Faso. J'espère qu'on va en finir avec cette histoire d'ici le nouvel an de l'année prochaine et que ces pays vont pouvoir véritablement sécuriser les territoires et puis pouvoir penser au futur. Merci beaucoup, For You Media. Très bientôt. Bye. Merci à vous, bye. Peter, depuis l'Écosse, qui était avec nous sur ce plateau. On referme le standard avec un peu de chance. On l'ouvrira peut-être après l'autre dernière thématique. Mais pour l'heure, Souleymane Bagbo Koné, merci pour votre patience. La parole est donc à vous. La question qui vous était posée, c'est quelle place, quel rôle de la charte du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel, dans cette offensive que mène aujourd'hui vers Kidal l'armée malienne? Eh bien, je pense que votre question a sa réponse au niveau de l'article 6, si ma mémoire est bonne, de la charte du Liptako Gourma. C'est-à-dire, quand un territoire est attaqué, les autres pays, eh bien, doivent venir en aide à ce territoire-là. Donc, normalement, des forces spéciales du Niger et du Burkina Faso doivent être mobilisées pour aller prêter main forte au Mali. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, je pense qu'on n'a même pas besoin de mobiliser, de faire rentrer en action la charte du Liptako Gourma. D'autant parce que le Mali, l'armée malienne elle-même, on va dire, n'a pas en face d'elle aujourd'hui, du point de vue de sa capacité à combattre, du point de vue de sa puissance de feu, l'armée malienne elle-même n'a pas en face d'elle-même aujourd'hui un ennemi de taille. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui tracent des tranchées, qui s'engouffrent dans ces tranchées-là, qui tirent un peu pas, et qui quand ils aperçoivent la troupe de l'armée malienne arriver net, et puis quand il y a 2-3 frappes des albatros et des Mi-24, des Sukhoi 24 de l'armée malienne, et bien ils s'étaillent, ils fuient, ils rentrent, je ne sais pas où. Mais je ne comprends pas. Donc je pense que le Liptako Gourma n'a même pas besoin de s'engager actuellement. L'armée malienne, elle seule, peut finir ça très rapidement. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si, c'est pourquoi d'ailleurs, jusque-là, l'armée malienne communique de façon méthodique et de façon très intelligente. Elle dit, on combat les terroristes. Elle ne dit pas, on combat les rebelles. Les rebelles signataires de l'accord d'Alger. Même si eux, de leur côté, gesticulent, mais l'armée, l'État malien ne rentre pas dans ce jeu. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent derrière? Et c'est la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui au niveau de l'Israël et la Palestine. Oui, on le sait, depuis 1948, quand les gens sont arrivés, les sionistes, etc., on dit que c'est une minorité qui se défend, et cette minorité a le droit de vivre, etc. Donc,
c'est ce même scénario-là qui va être déporté au niveau du Sahel, qui, oui, la minorité Touareg a fait ceci, a fait cela, a le droit de vivre, est agressée par ceci, par cela. La dernière fois, il y a même sur le site, sur les pages Facebook, il y a ceux qui se sont permis de dire que oui, la même malienne a tué des enfants, comment on appelle ça, à des postes avancés, que si ce cas s'était passé au sud du Mali, c'est-à-dire vers Bamako ou Chebakaï, eh bien, le monde entier allait parler. Comme c'est eux, et donc le monde ne parle pas, personne n'en parle. Donc là, ils sont dans l'auto-victimisation. Dit que oui, nous sommes une minorité, comme M. Macron le dit, à toute position. Il a dit concernant le cas, comment dirais-je, du Niger, disant que Bazoum fait partie d'une minorité ethnique, et c'est pourquoi il est victime de ce coup d'État, etc., etc. Mais il a eu une très bonne réponse avec le Premier ministre Burkinabé qui a dit, mais vous-même vous dites, M. Macron, que Bazoum fait partie d'une minorité ethnique, en même temps vous dites aussi qu'il a été élu démocratiquement. Alors, c'est la minorité qui élit démocratiquement ou c'est la majorité qui élit démocratiquement? Je pense que c'est une question qui va permettre à M. Macron de s'asseoir et de réfléchir ou de repartir à l'école. Bon, comme il vit avec son professeur, je pense que ça va aller. Donc, c'est ça en fait que les gens recherchent, la victimisation, et essayer d'attirer, comment on appelle ça, la sympathie et l'aide ouverte de la communauté internationale, pour que la communauté internationale essaie d'intervenir comme ils l'ont fait au niveau de la Libye. C'est ce qu'ils recherchent à ce niveau-là. Donc, quand la communauté internationale va peut-être commencer à rentrer dans ce jeu, et là, c'est à ce moment que le Lutako-Gourmand va s'activer. C'est à ce moment que le Lutako-Gourmand va s'activer efficacement. Sinon, actuellement, à l'heure des choses, ce n'est même pas toute l'armée malienne qui est mobilisée pour aller dans ce combat. C'est une front de l'armée malienne, les forces spéciales et les forces parachutistes qui sont mobilisées, les unités d'élite, les forces parachutistes qui sont mobilisés pour aller à Kidal actuellement. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'officiellement on ne peut pas le dire, mais Kidal, tout est cerné, tout se sait, toutes les positions sont sûres. Et puisque il y a, avant même cette opération d'envergure, il y avait une armée mixte au sein de Kidal, c'est-à-dire qu'il y avait une frange de l'armée malienne qui coopérait avec ces gens-là, qui coopéraient avec ces gens-là pour efficacement, selon eux, combattre le terrorisme. C'est dans ce même cadre même que Ismaël Ouagé est parti à Kidal. Il a été reçu par Argabaz. Il a fait une revue de troupes, etc. Donc, ces gens-là ne sont pas là par hasard. Donc, ces gens-là travaillent aussi à informer en temps réel de ce qui se passe. Donc, de ce point de vue, on nous a informé que il y a des armes, de nouvelles technologies, de nouveaux équipements qui sont arrivés. Et donc, ce qui nous permet de dire, sans craindre aucun démenti, que les armes qui partent de l'Europe, des États-Unis et qui prennent la direction de l'Ukraine, beaucoup finissent dans le Sahel. Donc, aujourd'hui, malgré tous ces équipements-là, l'armée malienne progresse. L'armée malienne progresse en vitesse. Voilà. Donc, je vais finir en rappelant encore l'information que j'ai à vous donner, c'est-à-dire notre sortie sur la CPI. Très important. Très important. Je pense que d'ailleurs, si vous nous permettez, on va essayer d'organiser une émission par rapport à ça, parce que c'est très important. Alassane Ouattara, bon, on ne peut pas dire c'est lui, mais aujourd'hui, tout le monde a croire que c'est lui, son camp, le coupable des dizaines de milliers de morts en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, on vous a compris. Jusqu'au 11 avril 2011, vient de son camp. Parce que le camp Gbagbo a été jugé, il faille qu'on ait fouillé dans le camp du Dragan Ouattara aussi. D'accord, merci infiniment Souleymane Gbagbo Koné pour votre réaction sur ce sujet. Avec voilà la participation de la partie technico-artistique, on va prendre notre deuxième thématique, le temps pour elle évidemment de s'arrimer. On prend donc 2-3 messages. Bonjour. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.